Jean-Marie, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va? Super bien. Bon, dans le cadre de nos échanges sur l'hybridation et la mutualisation, on a discuté ensemble et on a fait un constat. On parle beaucoup d'hybridation des cours, mais l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur, et dans d'autres établissements aussi, ça ne concerne pas uniquement l'enseignement de cours, il y a aussi une partie TP-TD. Et souvent les enseignants en ce moment me disent « Ah ouais, mais bon, ok pour les cours, c'est pas trop compliqué, ça, on voit comment on peut le mettre en œuvre. » Même bon, après s'il y a même des réticences et des choses comme ça, mais on voit à peu près là où on va, ça fait longtemps qu'on fait ça, etc., etc. Par contre, ils me disent « Ah, par contre les TP, c'est pas possible. » Alors je dis ben, « Pourquoi c'est pas possible ?» Et c'est souvent un frein de la part des enseignants en disant « Bah non, non, les manipulations, le labo, etc., etc. » Donc on a dit on va ensemble, Monsieur Jean-Marie, faire une réflexion autour de ça. Pourquoi c'est pas possible? Enfin, quels sont les freins dans les conceptions des enseignants? Et au-delà de ça, la pédagogie, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces TP qui fait que ça peut pas être transposé en ligne? Il y a des choses qui sont transposables et d'autres moins transposables et d'autres pas du tout transposables. Donc on va essayer de faire un peu le bilan de ça. Donc je te propose de faire une série de podcasts. Je commence par toi. On va faire un peu le TP en ligne. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on fait dans les TP? Et après, on fera un deuxième podcast ensemble sur tes TP à toi en informatique. Comment tu as pu transposer ça? J'ai bien introduit le sujet? C'est super, on est parti quand tu veux. Ma première question, c'est quoi un TP? Alors un TP, c'est une mise en pratique, c'est une mesure, c'est beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de types de TP, il y a des TP d'application, il y a des TP d'investigation où tu commences par te poser quelles questions tu vas te poser, tu vas définir ton protocole de mesure, tu vas définir sur quoi tu fais ta mesure. Après, tu vas faire des analyses derrière ta mesure, tu vas éventuellement publier ton compte rendu d'analyse et puis après, tu vas avoir une analyse réflexive pour voir si ce que tu as mesuré correspond à ce que tu avais envie de voir au départ. Donc, c'est toute une pratique derrière ça. Et puis après, on va voir, notamment au travers des TP d'informatique plus tard, que bah, il y a différentes exceptions derrière la notion de TP, mais en tout cas, il y a du matériel, très souvent, il y a de la mesure et il y a de la mise en pratique. D'accord. Ça vient dans un processus pédagogique plus large. Donc on a des cours, on voit la théorie, et le TP, on voit la pratique. Si je caricature un peu. Ça, quand tu es en investigation, tu commences par te poser une question pratique et puis tu vas aller voir le cours derrière. Donc il n'y a pas d'obligation à le faire dans un sens ou dans l'autre. On est habitué à la classe inversée, mais on peut faire tout à fait de l'investigation. C'est pas nouveau non plus et ça marche plutôt pas mal quand on se pose d'abord une question et puis qu'après on va chercher pourquoi ça marche comme ça. Donc en gros, on met les étudiants face à un problème, ils commencent à chercher pendant le TP et on résout le problème en cours. Ça peut être aussi un schéma. Ça peut se faire comme ça. Et puis on peut faire des allers-retours. Alors, un TP classique. Un TP classique, tu as quelque chose que tu vas vouloir mesurer, un objet de mesure. Et là, on a mis une petite souris parce que bon, ça ne mange pas de pain. Et puis, ça peut faire plein de choses, une souris. Enfin, en tout cas, ça va s'observer. Donc, on va observer ce truc-là. Et puis, derrière cette observation, on va pouvoir faire des mesures. Donc, on va avoir un objet de mesure. Hein, c'est le truc qui est au milieu de la diapo, qui va nous donner des jolies courbes. Et puis, ces jolies courbes, on va pouvoir les analyser et puis donner un rapport de TP. Alors ça, c'est le schéma du dessus. Et puis en dessous, il y a aussi la question de, pour mettre en place ça, quel protocole je vais vouloir mettre en place, quelle manip je mets en place, quel outil de mesure je choisis, et puis comment je travaille ensemble pour pouvoir faire mon analyse complète. Donc il y a cette notion de protocole, et puis il y a ce petit cahier de labo, qui est un truc qu'on utilise pas mal dans pas mal de sciences expérimentales, qui est le cahier où on va noter tout ce qu'on a noté, et puis on va conserver les traces de notre manip, et pas seulement le résultat. Voilà ce qu'on peut faire très vite. Avec, dans le TP classique, est-ce que l'étudiant il travaille tout seul ou il travaille avec un binôme, en groupe? À ma connaissance, on est souvent en binôme. Enfin, moi, j'ai toujours pratiqué ça dans ma jeunesse et dans mes pratiques souvent en binôme. Mais on pourrait imaginer de travailler tout seul, ça c'est toujours possible. Et puis, on peut aussi imaginer de travailler à plus. Et ça, c'est ce qu'on va aller regarder un petit peu. À quel moment on peut partager des choses autour de ces objets-là. Parce que effectivement, quand on est autour d'une paillasse, c'est un peu pas toujours facile d'être à peut-être deux, peut-être trois, mais pas 50 en tout cas.
Souvent, dans la justification, elle n'est pas que pédagogique. Hein, pour travailler en binôme, c'est on n'a que 10 instruments de mesure, 20 étudiants, on les met 2 par instrument de mesure. Il y a aussi, il y a aussi ça hein, qui joue aussi sur les restrictions de TP classique, on va dire. Si ça. Inversement, si tu es dans quelque chose qui est du professionnel où tu veux acquérir des compétences de laborantin et donc de maîtriser vraiment toutes les pratiques de sécurité, toutes les pratiques de qualité de mesure, tu vas peut-être être amené à travailler tout seul pour montrer que tu sais le faire tout seul. Donc il y a des logiques qui sont différentes. Chaque TP a sa logique. Hein. On ne va pas rentrer dans toutes les logiques de TP, mais on peut faire des points de focus plus sur comment on fait de mesure, plus sur comment on devient un pro de la mesure, ou au plus comment on définit un protocole et puis on va rechercher un problème. Il y a vraiment toutes ces dimensions-là que tu peux trouver dans un TP. Alors, après le TP classique, tu as plusieurs types de modèles de TP. Derrière les notions de modèle, moi ce que je voulais montrer, c'est que souvent on pense que le modèle, c'est qu'il faut avoir la souris sur la paillasse et sinon on ne peut pas travailler. Alors à la fois c'est vrai, mais on sait aussi faire d'autres types de choses. D'une part, on pourrait avoir des souris à la maison. Ça, on va regarder ça aussi après dans la suite. C'est ma souris, si je la chope dans le couloir, est-ce que je peux faire des mesures avec ça? Alors la souris, c'est pas toujours facile, mais prendre des photos d'objets qui bougent, faire bouger quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi. Et donc ça, c'est un autre point. C'est le TP, pas forcément en salle de classe. Il peut être à la maison. Le deuxième truc qui peut faire qu'on peut le faire à la maison, qu'on peut de manière différente, c'est que souvent on a des simulations. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font des TP en simulation. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet d'éviter d'être obligé d'être devant la paillasse et ça permet de plus travailler peut-être sur le modèle, sur le phénomène physique et puis regarder les équations mathématiques qui vont avec. Donc, on va avoir une concentration sur un autre type de mesure. Donc ça, c'est le côté simulation. Et puis le troisième truc que je voulais montrer là, ici, c'est il y a eu un nombreux projets qui n'ont pas toujours abouti, mais qu'on voit, donc il y a des projets européens comme je crois GoLab, ou des projets où on travaille avec des outils comme National Instrumentation. On se dit, en fait, j'ai une grosse manip qui est compliquée. Tu me disais 1 pour 2, c'est sympa, mais quand on veut travailler sur un accéléromètre, sur un gros objet, alors là, c'était je sais plus ce que c'est une grosse machine. On n'en a même pas 1 pour 2, on en a une pour toute l'école. Et donc à ce moment-là, ça devient compliqué de travailler. Hein. Tu peux imaginer un télescope. Travailler tout sur le télescope, c'est compliqué. C'est même pas un télescope pour 2, c'est un télescope pour l'école. Donc du coup, on va travailler à distance et puis on va faire notre mesure. Et quand tu vas sur télescope.org, aujourd'hui, ils te disent d'ici 1 semaine, vous aurez les résultats de votre mesure. Sympa. Mais là, on est encore dans autre chose. Et là aussi, on n'est pas devant sa paillasse. Donc, en termes de hybride, c'est intéressant de se dire, ouais, je peux faire des mesures sur des vraies choses tout en étant à distance. Je peux faire des mesures avec des vraies choses tout en étant à la maison. Je peux faire des mesures avec des simulations, soit à la maison, soit à l'école. Et c'est un peu ça qui est intéressant en regardant tous ces modèles-là, en termes d'hybridation. D'ailleurs, dans le groupe de travail un peu informel qu'on a mis en place, on a ouvert un espace pour mettre, si vous avez des ressources sur les simulateurs, parce qu'il existe là aussi énormément de choses, l'oscilloscope en ligne, la manip en ligne, la colorimétrie en ligne, enfin, dans tous les domaines, il y a énormément de choses. Donc, on va essayer de classer, de donner des idées, de catégoriser un peu tout ça, parce que là aussi, je me rends compte que les enseignants ne connaissent pas bien tout ce qui est simulateur en ligne. Il est assez pratique, et puis c'est vrai que c'est difficile de trouver des ressources en ligne qui soient bien faites. Si tu veux, dans les labos, moi j'aime bien, côté anglais, il y a un site qui s'appelle Open Science Laboratory, je crois, ouais. qui donne plein de sujets de TP, alors en anglais évidemment, mais ça marche pas mal. Tu as WeSpot aussi, qui est un outil où il y a plein de sujets de TP qui sont en ligne et où tu peux retrouver plein de manips et aller les reproduire et puis aller travailler avec tes étudiants. Donc il y a effectivement plein de bibliothèques qui existent. J'en connais pas dans le monde francophone, mais ce sera un truc qui serait sympa à faire. Ouais. Alors on mettra les liens sous la vidéo. Alors on continue sur notre programme. Le cahier de laboratoire partagé. Premier élément qu'on peut faire bouger, c'était les modèles. Le cahier de laboratoire, en fait, c'est pas seulement un morceau de papier sur lequel tu vas travailler, ça peut être un outil collaboratif.
On a tous travaillé sur un Google Doc ou sur un éditeur collaboratif, un Framapad, un Etherpad, un truc. Ça fait déjà un premier outil où on peut travailler en collaboratif, et il se trouve qu'il y a des super outils pour faire du travail, du cahier de labo collaboratif. Il y a un outil qui s'appelle Labonbook qui a été développé à Grenoble et qui commence à être un peu connu, où il y a des milliers d'étudiants qui travaillent là-dessus, et où tout du côté de l'étudiant, il va pouvoir définir son protocole, collaborer avec ses collègues, et puis publier au fini vers le prof le résultat de son document. Et puis côté prof, tu peux vraiment jouer sur quelle est la partie sur laquelle tu veux que les étudiants apprennent, qu'est-ce que tu leur fournis, quelles aides tu leur fournis, et puis tu vas pouvoir annoter et puis voir comment ça a travaillé. Donc c'est un vrai outil de cahier de labo collaboratif qui marche pas mal et qui prend toute sa place, qui est conseillé depuis le confinement par sur le site du gouvernement, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ok. Et c'est un outil qui est sympa, qui est vraiment et où il y a tout ce qui est dessin de courbe. C'est vraiment fait pour l'expérimentateur. C'est pas de la courbe comme on te montre dans les outils de maths. C'est vraiment un outil pour les sciences expérimentales. Et puis je voulais aussi juste citer Jupyter Notebook, qui est un autre outil moi que j'aime bien, qui sont sympas. C'est un cahier, c'est plus un cahier qui au départ est fait pour faire des maths, qui est fait pour faire des analyses de données. Mais l'analyse de données, quelque part, si tu as récupéré un fichier CSV qui est la TM mesure, tu peux faire de l'analyse de données et puis faire tout ce que tu as envie de faire là-dessus. Bon, tu programmes c'est un peu de la programmation avec du Python ou des choses comme ça, mais derrière, ça te donne un cahier où tu peux mettre du texte, tu peux mettre le code qui t'a permis de faire ton analyse de mesure, et puis le résultat de ton analyse de mesure. Et puis ça se publie. Et puis tous ces trucs-là, derrière, tu peux les publier sur le net et les partager. Donc là, tu as des outils sur lesquels tu peux travailler à plusieurs par rapport aux données que tu as pu récupérer sur ta manip. D'accord, et qui sont accessibles à tous. Voilà, absolument. C'est des outils qui sont libres non plus. Donc avec un exemple de Labonbook que tu nous as mis sur la courbe du ressort. Il y a juste une courbe de ressort, ce qui était juste pour montrer que tu pouvais effectivement rester bondissant jusqu'au bout de la journée. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, voilà, tu as une courbe, et là, tu as l'idée que tu compares ta courbe entre le modèle que tu as fait et ce que tu as mesuré. Donc, c'est vraiment de l'outil de mesure. Et puis derrière, tu as ta petite annotation en disant c'est bon, moi j'ai fini, c'est ton tour. Donc on peut très bien imaginer en termes de collaboration, si tu es dans un système hybride où il y en a qui sont sur place, il y en a qui sont à la maison parce qu'ils n'ont pas pu venir, ils récupèrent les mesures, ils comparent leurs mesures avec le modèle qu'ils ont envie de mesurer, ils peuvent essayer plusieurs modèles, et puis ils vont pouvoir rendre un cahier de labo qui prendra compte toutes les choses que chacun aurait dû faire. Donc on est vraiment dans un outil qui permet la collaboration et le travail en hybride, en co-modalité, enfin en multimodalité. Il existe des solutions pour développer son instrumentation, quand on est dans un labo de mesure, d'analyse ou de TP, dans une salle de TP. Il y a la possibilité aujourd'hui, pour pas très cher, de pouvoir développer son instrumentation autour de deux technos, l'Arduino, le Raspberry. Est-ce que tu peux nous donner des pistes ? Alors, l'Arduino, c'est un petit microcontrôleur, ça coûte 20-30 balles, tu achètes ça sur le net, ou tu te le fais lirer par ton prof s'il est sympa. Le Raspberry, c'est un tout petit peu plus cher, donc c'est en gros, l'Arduino, c'est un petit système que tu peux programmer depuis ton PC, sur lequel tu vas pouvoir faire des mesures, tu peux rajouter des petites cartes de mesure. Et le Raspberry, c'est pareil, sauf que quelque part, c'est un PC. Donc en général, c'est en Linux, et puis ça permet de faire plein de choses. Le Raspberry, c'est vraiment l'outil pour bidouiller plein de trucs. Alors il y en a qui bidouillent des salles de montage vidéo, il y en a qui bidouillent des radios, il y en a qui bidouillent des chaînes hi-fi, et il y en a qui font des instruments de mesure. Pourquoi pas? Et du coup, on peut faire des instruments de mesure chez soi pour pas très cher, et développer ce qu'on a envie de développer comme mesure, et puis faire ce qu'on a envie de manière très variée. Et ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir son oscillo à la maison. Son oscillo, son voltmètre, son ohmmètre, peut-être pas son microscope, parce que là il faut une optique qui soit sympa, mais on peut faire pas mal de choses. La spectrométrie, on verra ça dans un prochain petit podcast avec monsieur Jérôme Randon qui a mis ça en place, distribuer des Arduino, etc. Et puis toute une technologie autour de ça.
pour ces étudiants pour faire des TP en master de chimie analytique. On fera un podcast spécifique là-dessus, pour vous donner plein d'idées. C'est un garçon avec plein de ressources. Donc on peut développer son instrumentation pour pas cher, on peut aussi en développer pour des choses un peu plus chères. On a parlé de National Instruments qui permet de connecter les manips à distance. C'est vrai qu'il existe dans certains labos avoir des prises de main sur un spectromètre, prise de main sur une machine de mesure à distance, et puis on a tous les paramètres chez soi comme si on était sur la machine. Ça c'est un peu plus cher par contre. La limite de la chose, si je peux me permettre sur ce truc-là, c'est qu'en fait, du coup, tu n'es pas sur ta manip. C'est qu'à la fois, tu récupères tes mesures, mais c'est pas toi qui vas faire la manip, c'est pas toi qui va toucher l'objet. Donc, il y a ce côté, sur ces TP à distance, sur les trucs qui sont chers, ouais, je récupère des vraies données, mais pour moi, je fais pas une vraie manip tout à fait. Donc, il faut être conscient faut être conscient de qu'est-ce qu'on veut faire, et bon, voilà, on récupère des belles données. Il y a aussi d'autres technos pour pas cher que tout le monde en a sa poche. Il y a pas mal de technos aussi qui ont été développés autour des smartphones et des tablettes. On avait parlé ensemble d'un truc, je sais plus si c'est... Non, c'est moi qui t'avais donné le truc. C'est Fifox, c'est celui que je t'ai mis. Fifox. Je t'ai mis à gauche, Fifox. J'aime bien l'écran, le truc au milieu, en fait. Ouais, vas-y. Fifox, hop, ça permet de transformer c'est une application d'une université hollandaise, il me semble. Permet de transformer votre smartphone avec tout plein en utilisant tous les capteurs qui sont dedans, générer des courbes, générer des mesures, les partager. Il y a des sites web qui sont associés. C'est super bien fait. C'est plutôt de la physique, mais c'est aussi utilisé un peu en chimie, j'ai vu aussi. Il y a des exemples sur leur site. C'est un super outil, un petit labo. Transformer votre smartphone dans un petit labo de TP. Donc après, il y a du travail, parce que c'est un instrument de mesure. Mais il y a des exemples de scénarisation qui sont assez bien réussis. Voilà. Fifox, pour ceux qui ne connaissaient pas. Fifox, c'est l'outil que tout le monde utilise en même temps. Là, la qualité, je crois qu'il est un peu... Tu vas avoir T'as une interface en français ou pas? Je sais plus. Je m'y perds un petit peu parce en fait il y en a plein, des outils comme ça, parce que c'est pas très compliqué. Ouais, Fifox en français, ouais. Donc c'est pour ça que ça marche pas mal en ce moment en France. Et donc les exemples, il y a les gens de Bordeaux qui travaillent là-dessus. Et donc tu peux faire effectivement un certain nombre de mesures, et ça veut dire que tu peux aussi faire des mesures dans la rue. Tu parlais de faire des mesures, ça c'est bien et c'est important. Ça permet aussi éventuellement de faire des films et de faire des photos. Et donc, typiquement, les gens qui font de l'observation en géographie, tu peux aller faire l'observation sur site en prenant des photos. Les gens qui veulent regarder des nuages, ça permet de faire des mesures du nuage. Ça a été utilisé dans des MOOC des MOOC de météo marine. En géologie. En géologie, où tu vas récupérer effectivement prendre tes cailloux et essayer d'imaginer de dire quel type de roche c'est. Donc on peut faire pas mal de choses avec un téléphone, et puis l'avantage c'est qu'effectivement tes données elles sont là, elles sont dispo. Et puis tu peux les renvoyer à tes copains, tu peux les comparer entre tes copains et toi, et puis tu peux éventuellement les partager. Moi j'aimais bien l'outil Sensit là, qui est anglais de l'Open University, où pareil tu récupères tes mesures, et puis après tu envoies en un clic dans un challenge où les gens vont pouvoir avoir comparé. Donc moi, il y avait un challenge qui m'amusait, mais c'est parce que je suis un mécanicien, c'était de trouver l'ascenseur qui allait le plus vite dans ta ville. Bon, voilà. Et donc les gars, ils allaient avec leur téléphone et mesuraient la vitesse l'accélération et la vitesse des ascenseurs. Et donc c'était géolocalisé. Bon, c'est sympa. Ça permet après d'avoir des données que tu vas pouvoir comparer. Et donc, tu n'es plus juste sur ta manip où tu as fait ta mesure et tu l'as péniblement fait une fois. Tu peux avoir 30 mesures différentes et partager tes 30 mesures, les comparer. Donc ça aussi, c'est une ouverture par rapport à un protocole de mesure et une collaboration que tu peux mettre en place. Donc l'outil le site qui permet de faire ça, c'est Enquire, qui est un site de partage de challenges comme ça. Donc les gens qui ont mis en place ça, on propose des challenges et les partage. Je remettais Binder, c'était pour dire que si tu récupères tes mesures sur ton téléphone, tu peux utiliser un outil comme Jupyter pour pouvoir les travailler. Et puis après, tu vas pouvoir les partager sur un outil comme Binder, où tu vas pouvoir partager ton notebook, ton cahier de mesure et ton cahier d'analyse. Voilà, et donc là, tu as fait le tour. En exemple de TP, d'instrumentation de poche et partageable, j'avais bossé il y a quelques années sur un projet qui existe toujours, le projet Eratosthène,
C'était, si ma mémoire est bonne, c'est le mathématicien ou physicien grec, savant grec, qui avait mesuré la circonférence de la Terre en fonction de la longueur d'onde entre la longueur de l'ombre dans De un l'ombre en puits. fonction de la. Voilà, en remontant le Nil. Et donc, on faisait un TP en première année de mesure de physique pour discuter de la fiabilité de la mesure. On demandait à des étudiants de se filmer en train de mesurer une ombre à une heure donnée. Et après, il y avait tout un tas de calculs pour voir, pour estimer à quelle heure, en fonction de la latitude où ils étaient, de la positionnement de l'université. On avait des universités en Afrique, en Europe, en Norvège. Je me rappelle qu'ils avaient participé à ce projet-là. Et donc, on peut aussi ouvrir ce TP. Bon, Eratosthène, c'est très bien, mais on peut trouver des scénarios aussi entre les universités. Ça permet de faire des choses comme ça. Ouais, c'est tout le champ des sciences participatives où tu as aussi ça, où les gens vont comparer des choses, faire de la mesure de bruit par rapport au fait que les animaux sont gênés ou pas. Enfin, on peut imaginer vraiment plein de mesures. Et ta manip Eratosthène, moi j'adorais parce que tu l'as présenté d'abord très bien, et puis ensuite c'est vrai que c'est facile à faire quoi quelque part. Et c'est facile, oui et non. On dit on mesure une ombre, là c'est facile. Après, ça pose plein de questions. Et donc ça pose des questions sur. Il y a une mesure qui a merdé, donc comment on peut la retrouver, montrer. Il y avait une vraie investigation parce qu'il y en a qui avaient mesuré. Bref, ça générait des erreurs et donc il fallait retrouver les erreurs et des choses. Pourquoi ce résultat il est aberrant? La discussion de la fiabilité de la mesure, de la qualité de la mesure. Donc dès la première année, tu vois, mesurer une ombre, ça pouvait amener plein de réflexions. Donc ça m'amène à collaborer en TP, à cette dernière slide sur les TP en ligne. Donc on vient de montrer un exemple. En fait, ouais, c'était juste pour dire que tu pouvais du coup collaborer un petit peu à tous les niveaux, puisqu'à partir du moment où tout est numérisé ouvert, tu peux partager le moment, les différentes mesures que tu fais, les simulations que tu fais, les comparer, les mesures, tes analyses qui sont partageables et la publication et la consolidation de tes données. Et puis éventuellement, ça c'est un truc que tu vas traiter avec Jérôme, je pense, plus tard, le fait que tu peux faire un live de la mesure, donc regarder le geste pro que l'étudiant a fait sur la vraie manip, si jamais il y en a qui n'ont pas pu être sur place. Et juste pour finir sur ton idée, parce que en parlant, ça me fait penser qu'en fait, il y a plein de sources de mesures, de données qui sont disponibles en fait dans le monde. Il y a plein de données ouvertes. Je revoyais quelqu'un qui disait, moi j'ai fait mon système pour récupérer en temps réel où sont les avions. Ça pourrait être une mesure, on pourrait peut-être imaginer des TP là-dessus. Il y a des gens qui avaient développé autour des Arduino, des Raspberry, des mesures sismiques, parce que les gens, notamment dans les coins où tu es, ils ont un peu peur de tsunamis et de choses comme ça. Donc de faire des mesures rapidement, collaborativement, ça permet d'avoir des choses. Et je pense que tu peux imaginer des grandes manips comme ça. Et tu peux imaginer des manips au niveau de ta classe en disant, de ta classe, de ton groupe, en disant on va aller mesurer les vitesses, mesurer des véhicules, on peut aller, si on veut faire de la physique, etc. Donc à vous de savoir ce que vous pouvez mesurer dans la nature. Voilà, je pense qu'on a fait déjà une belle introduction d'un bon quart d'heure là déjà. On avait dit qu'on serait concis pour vous donner des idées, un peu des pistes, même 25 minutes même. Pour vous donner des pistes de réflexion pour commencer à mettre en ligne vos TP. Donc ça peut être des choses très simples. C'est pas la peine d'avoir un gros outillage pour arriver à faire à mettre en œuvre ce type de TP. Là, nous, on a pour la rentrée, moi j'ai un TP là-dessus, c'est mettre en œuvre des TP. On met en ligne une licence pro sur les énergies renouvelables. Donc on réfléchit en ce moment avec toute l'équipe pédagogique, justement, tu vois, je suis dans le concret là. Mettre en ligne tous les TP parce qu'on a des étudiants, on a une quinzaine ici sur le territoire, mais on en a en Afrique, on en a en métropole. Presque une quinzaine aussi, donc là on va faire une partie sur le campus si on ouvre et une partie à distance, vraiment à distance. Voilà, merci pour cette première vidéo. Je te propose, pour ceux qui veulent continuer, on va faire une vidéo spécifique sur tes TP à toi en informatique. Ok? C'est un autre sujet. À tout de suite. À tout de suite.